Bienvenue sur Cambiasi TV, je m'appelle Shanice. Aujourd'hui on va parler de la stratégie de Sofia Richie et Doja Cat pour devenir des hit girls qui font énormément parler d'elles. Parmi tous les contenus qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, ces deux femmes arrivent à se démarquer. Parce que il faut savoir que dans les années 2000, il y avait peut-être 2 ou 3 hit girls. On peut les citer sur les doigts d'une main, c'était Kate Moss, Paris Hilton, Nicole Richie. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut absolument devenir une hit girl. Qu'est-ce qu'une hit girl? C'est une personne, une célébrité, une personne publique qu'on va suivre pour son style et pour son lifestyle. En fait, c'est quelqu'un qui a ce petit truc en plus qui fait qu'elle est suivie par énormément de monde et qu'elle lance beaucoup de tendances. Sauf que, on pourrait en citer plein, rien que dans les années 2020. La hit girl représente bien l'ère dans laquelle elle évolue. À l'époque de Paris Hilton, on était dans les années 2000, c'était l'ère de la surconsommation, des standards de beauté, de la blonde fine avec une grosse poitrine, ce que Paris Hilton représentait bien pour son plus grand malheur, d'après ce qu'elle dit. Aujourd'hui, il y a tellement de déconstruction que les hit girls sont éclectiques et très diversifiées. Chaque hit girl a son groupe de personnes et elle représente leur centre d'intérêt, leur mentalité, voire même parfois leurs combats sociaux, politiques. Donc c'est très difficile pour les célébrités de gagner cette guerre de l'attention tellement il y a de contenu et encore plus aujourd'hui parce que n'importe qui, une personne inconnue du grand public du jour au lendemain peut se retrouver à devenir une personne très suivie. La nouvelle hit girl des temps modernes, j'ai nommé Sofia Richie. Quand j'ai fait ma vidéo sur le Quiet Luxury et Kendall Jenner, à juste titre, beaucoup de gens dans les commentaires ont mentionné le changement de style et l'évolution style spectaculaire de Sofia Richie. Si vous ne savez pas qui est Sofia Richie, c'est la fille de Lionel Richie, qui est une immense star de la pop, voilà, grand ami de Michael Jackson, mais c'est aussi la petite sœur de Nicole Richie, et je vous en parlais en début de vidéo, Nicole Richie, c'est l'une des hit girls des années 2000 avec sa meilleure amie Paris Hilton, qui avait fait The Simple Life et dont tout le monde adorait les looks sur Skyblog dans les années 2000. Et pourquoi on parle de Sofia Richie énormément? Parce qu'elle a fait le buzz récemment suite à son mariage avec Elliot Grange et surtout suite à l'évolution de son style qui est passé de fille qui aime faire la fête, qui a un style un peu California girl, qui aime beaucoup les tendances avec des pièces fortes de temps en temps, pas non plus un style hyper poussé mais quand même quelque chose de tendance et de jeune et de frais, etc. à quelque chose de beaucoup plus classique, on l'a vu sur ses réseaux, habillée complètement en Chanel, habillée en beige, dans des tons neutres, des coupes intemporelles, des classiques et des basiques. Pourquoi ça fait aussi parler? C'est parce que les gens ont supposé que cette évolution de style était parce que maintenant Sofia Richie est mariée à un bon parti. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Sofia Richie, elle s'est mariée avec Elliot Grange, qui est un patron de label qui travaille avec Trippie Redd, avec Ice Spice récemment, et le père de Elliot Grange, donc le mari de Sofia Richie, c'est Lucian Grange, qui est le patron de Universal Music Group. Rien que ça. Donc c'est pour ça que on dit que Sofia s'est mariée avec quelqu'un de bonne famille, avec un bon parti. Parce que Lucian Grange, il a été d'ailleurs adoubé par le prince William, ou je sais pas comment on dit, béni. Et du coup, maintenant, on l'appelle Sir Lucian Grange. Donc, on appelle la famille Grange l'aristocratie de la musique ou de l'industrie de la musique. Et là, plein de spéculations ont émergé sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, disant que Sofia Richie a évolué niveau style parce qu'elle se marie avec quelqu'un de bonne famille. Et donc, les coachs en séduction ont dit, écoutez, maintenant, les filles, il faut vous habiller en mode élégante, moderne, classe, intemporelle pour attirer un homme riche, un homme de valeur, un homme comme Elliot Grange. Mais sauf que je trouve cette théorie très réductrice déjà pour la femme. Ça fait miroiter de faux espoirs. C'est pas parce que on va aller acheter un blazer et des mocassins chez Zara qu'on va forcément attirer un homme soi-disant de valeur. À noter que on connaît pas grand chose d'Elliot Grange. Ce ne sont que des spéculations uniquement basées sur sa fortune et sur son apparence. Ça voudrait dire que la valeur d'une femme se joue dans la manière dont elle s'habille et à travers le regard des hommes. Mais surtout, Sofia Richie, elle sort pas de nulle part. C'est pas genre une fille qui vient d'une famille pauvre et qui a épousé le top du top de l'aristocratie. Son père, à Sofia Richie, c'est quand même Lionel Richie, une grande pop star, je sais pas si vous vous rendez compte. Le parrain de Sofia Richie, c'est Michael Jackson, rien que ça. Et surtout, Lionel Richie et Lucian Grange, donc le père du mari de Sofia Richie, je sais pas si vous me suivez. Lucian et Lionel sont potes depuis des années, puisqu'ils gravitent tous les deux dans le monde de la musique. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils se connaissent. Et en fait, Sofia Richie, elle a tout simplement épousé quelqu'un de son cercle. Aussi simple que ça.
C'est pas parce qu'elle s'est bien habillée, c'est pas parce que voilà, c'est une arriviste ou quoi que ce soit. Elle a tout simplement épousé quelqu'un qu'elle connaissait déjà et il y avait de grandes chances qu'elle épouse quelqu'un de toute façon qui était super riche. Maintenant, il y a aussi des gens qui disent que Sofia Richie, elle a évolué de style et en plus, elle a changé de fréquentation parce que, là, on va faire le petit point gossip. Sofia Richie était très amie avec les Kardashian-Jenner. C'était une très bonne amie de Kylie et de Kendall parce que Kim était très amie avec Paris Hilton, qui était elle-même très amie avec Nicole Richie. Donc tout ce petit monde en fait se côtoyait depuis des années. Il faut savoir aussi que Sofia Richie, elle sortait avec Scott Disick. Scott qui est l'ex de Kourtney Kardashian. C'est un imbroglio de trucs. Et sauf que là, à son mariage, elle n'a pas invité les Kardashian-Jenner et elle a invité carrément des princesses. Donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément aussi de spéculations autour de l'évolution du style de Sofia Richie. Moi, je vais vous donner ma théorie qui ressort aussi d'expériences personnelles que j'ai pu voir dans ma vie ou dans la vie de mes copines. Sofia Richie, elle sortait avec Scott Disick. Scott Disick, c'est un trompeur en série. I'm so over this. I'm just done with Scott and his bull stories. Vu la manière dont Scott traitait Kourtney dans Keeping Up with the Kardashians, on peut déduire que Scott, c'est pas vraiment le mec idéal. Donc je pense que sa relation avec Scott, de toute façon, ne lui correspondait pas vu qu'ils ne sont plus ensemble. Donc, je pense que en rompant avec Scott, elle a voulu complètement reprendre sa vie en main, comme on fait toutes quand on sort d'une relation assez médiocre où t'as donné toute ton énergie pour le gars, t'as envie de reprendre cette énergie et de la mettre sur ta vie pro, sur ton style, sur ton apparence. Et c'est pour ça qu'on dit que beaucoup de filles glow up après une rupture difficile. C'est peut-être ce qui est arrivé à Sofia Richie, surtout que sa styliste, elle s'appelle Liad Barouch et elle dit qu'il y a des années, Sofia Richie l'a contactée pour qu'elle l'aide à acquérir un autre niveau. Liad Barouch, c'est une styliste qui aime beaucoup le style minimaliste, élégant et intemporel qu'on peut retrouver sur Sofia Richie. Elle a complètement retravaillé l'image de Sofia Richie pour la rendre beaucoup plus premium. C'est passé par ses fréquentations, c'est passé par son style et ça lui a permis d'avoir des partenariats beaucoup plus prestigieux parce que pour son mariage, Chanel lui a fait 3 robes. Et on peut dire que là-dedans, Chanel y gagne beaucoup. Non seulement il sponsorise l'un des mariages les plus regardés, mais en plus, la marque se détache de l'image un peu vieillotte qu'on lui attribue depuis la mort de Karl Lagerfeld. La marque ne faisait plus envie, notamment parce qu'il y avait des problèmes de qualité au niveau des produits, une augmentation des prix que les gens ne trouvaient pas justifiée, et surtout, depuis quelques temps, même les ambassadrices Chanel étaient vues comme enfermées dans un partenariat avec la maison où elles portaient des looks pas du tout flatteurs, qui étaient très ennuyants. Sofia Richie est venue redonner un peu de fraîcheur et de renouveau à la maison Chanel. D'ailleurs, elle a fait aussi une communication avec Vogue, donc une vidéo avec Vogue où elle essaye ses robes. Et ça a vraiment fait d'elle la nouvelle hit girl du moment. Elle s'est ouvert un compte TikTok où elle fait des Get Ready With Me pour aller à des événements auxquels le commun des mortels ne peuvent pas accéder. Et pourtant, il y a 1 million de personnes, voire 10 millions de vues sur ces vidéos. Tellement elle respire l'authenticité. C'est tellement bizarre à dire parce que la dernière vidéo TikTok que j'ai vue d'elle, elle se rendait quand même au couronnement du roi Charles III. C'est pas quelque chose auquel je peux vraiment m'identifier. J'imagine que comme pour Kendall, le but de Sofia, c'était tout simplement d'avoir une image beaucoup plus premium et d'avoir des partenariats de meilleure qualité. Et donc ça passe par un rebranding total de son style, de son mode de vie, de son lifestyle. Et il y a le mari qui va avec, tant mieux pour elle. On voit à quel point le style a une importance déterminante dans la carrière d'une célébrité. Il a suffi qu'elle change juste de style et il y a eu toute une narrative, toute une histoire, tout plein de spéculations autour de sa personne et il y a tous les regards qui ont commencé à se tourner vers elle et je pense que c'est aussi dû au travail impressionnant, je pense, qu'a fait l'équipe presse ou l'équipe communication de Sofia Richie parce que pour son mariage, je pense qu'il y a eu toute une stratégie de communication bien pensée. La vidéo sur Vogue, le TikTok qui a été ouvert. Elle a même fait adapter une chanson virale sur TikTok pour son mariage. C'est sûrement une de ses chansons préférées, mais d'un point de vue com, c'est très intelligent parce que tout le monde a déjà entendu cette chanson et donc on peut s'identifier plus rapidement. Ça permet de mettre de l'affect dans chacun des contenus qu'elle crée avec cette chanson et donc aussi un repartage beaucoup plus massif. Il y a eu des articles dans le Harper's Bazaar, dans le British Vogue, il y a eu la retransmission du mariage presque en direct dans les stories, dans les posts qu'elle faisait, elle postait énormément de tenues et tout ça respirait en fait l'authenticité parce que le mariage nous était délivré en temps réel. On avait aussi des sortes de behind the scenes, donc des backstage de comment ça se passe avec la vidéo Vogue, des backstage de ses essayages, il y avait aussi des moments de vie. En fait, c'est comme si on rentrait un peu dans l'intimité de cette personne mais en temps réel et c'est très différent de la communication qui est adoptée généralement dans les célébrités qui essayent un petit peu de cacher leur vie ou bien qui vont retransmettre des événements mais bien loin
longtemps après. Ça a été par exemple le cas pour le mariage entre Kourtney Kardashian et Travis Barker. Les photos sont arrivées des mois après le mariage en lui-même parce qu'il fallait retoucher les photos, il fallait que tout soit polissé. Et d'ailleurs, ça se voyait, ça manquait d'authenticité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les Kardashian perdent en influence, parce que elles ne suivent pas ce mouvement et cette envie des gens de retour un petit peu à quelque chose de beaucoup plus palpable. Pendant le mariage de Kourtney et Travis, il y avait carrément une boutique Dolce Gabbana, tout était floqué Dolce Gabbana, on aurait dit une pub et pas un événement majeur dans la vie d'une famille en fait. Alors que chez Sofia Richie, c'était quelque chose d'un petit peu plus candide, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une stratégie de communication derrière. Et c'est là qu'on voit que ce qui fait une hit girl, c'est le fait d'être là au bon moment. Elle capte l'air du temps qui prône un retour à l'authenticité, à la simplicité. Les gens en ont marre des pubs, c'est très bizarre, mais Sofia Richie et son nouveau style sont un produit qui répond à une demande de pouvoir s'identifier à quelque chose de plus simple, en totale contradiction avec l'ostentatoire et au fake qu'on pouvait retrouver ces dernières années avec les Kardashian, qui elles-mêmes, quand elles sont arrivées au top de leur popularité, répondaient au ras-le-bol des corps uniformisés, standardisés, très minces qu'on pouvait retrouver dans les années 2000, comme quoi tout évolue. Avec Sofia Richie, ça se voit même dans la manière dont elle se maquille, la manière dont elle se coiffe, tout est épuré et très simple, ce qui donne une impression d'accessibilité. Beaucoup de filles ont l'impression que justement, elles peuvent reproduire l'esthétique de Sofia Richie aisément. C'est une stratégie marketing qui est utilisée par beaucoup de marques qui veulent transmettre des valeurs d'authenticité et de transparence. Ça me fait penser à la marque de soins pour la peau Typology, qui communique beaucoup sur la transparence de leurs produits et sur le fait qu'acheter Typology, c'est aller à l'essentiel. Si vous regardez leur packaging, si vous regardez leur pub, il n'y a pas énormément d'infos sur l'image. Nous avons retiré tous les ingrédients inutiles. Composés d'actifs d'origine naturelle, tous nos soins sont véganes, confectionnés en France et au prix juste. Typology, l'essentiel, pas plus. Et comme Sofia, cette marque est arrivée au bon moment, à un moment où il y a eu un ras-le-bol général des listes d'ingrédients à rallonge sur nos produits pour la peau, où on comprenait rien, tout était bourré de produits chimiques qui ne tenaient même pas forcément les 10 000 promesses que ces produits vantaient. On voit maintenant que Sofia Richie, elle se fait un nom pour elle-même parce qu'elle se fait reposter par des magazines de Vogue, elle est en train d'asseoir sa légitimité dans le monde de la mode. On la voit aussi participer à des défilés croisières Chanel, ce qui montre vraiment l'importance d'une styliste, je ne le rappellerai jamais assez. Et je pense que Sofia Richie, ce serait pas étonnant qu'on la voit ouvrir sa propre marque de cosmétiques ou sa propre marque de vêtements dans les mois, voire les années à venir. Ce serait dommage de ne pas surfer sur sa toute nouvelle notoriété. Dans un style totalement différent et beaucoup plus loufoque, on va parler de Doja Cat, qui a dit qu'elle voulait maintenant se faire appeler... Je sais plus comment elle veut se faire appeler, attendez, je vais regarder. Elle s'appelle MC Flap Chunks III. Elle a annoncé qu'elle ne s'appelait plus Doja Cat, mais moi je vais continuer à l'appeler Doja Cat, désolée. Je vais pas dire MC Flap Chunks III, c'est beaucoup trop long. Donc, Doja Cat. Elle a un styliste qui s'appelle Brett Alan Nelson. Et si vous suivez la carrière de Doja Cat, vous savez que son style est très affirmé depuis le début. Il est très éclectique et très excentrique. Parce que Doja Cat, elle a percé avec un clip qui s'appelle Moo, où elle dit I'm a cow, I'm a cow. Donc je suis une vache. Et elle a des habits vaches dans un fond vert complètement... je vous montre les images en fait. Donc le styliste de Doja Cat, Brett Alan Nelson, a commencé à travailler avec elle en 2019, soit un an après le buzz qu'elle a fait avec sa chanson Moo. Et il dit que quand il a vu le clip de Moo, il s'est dit c'est qui cette personne complètement timbrée avec un style incroyable, mais avec zéro budget. Et c'est totalement ça. La première apparition de Doja Cat avec son styliste, c'est pour les BET Awards en 2019. Et il y avait son album Hot Pink qui allait bientôt sortir, donc c'était autour du thème rose. Donc elle a dit à Brett Alan Nelson, je veux une tenue sexy, fun et rose. Et ça a donné ça. Et je déteste. Je trouve que c'est vraiment beaucoup trop premier degré, il y a trop d'informations, enfin bref. Par la suite, Brett Alan Nelson, il a eu envie de construire le look de Doja Cat de manière éclectique, un peu comme sa musique, parce que Doja Cat, elle peut aussi bien faire du rap que de la pop, surtout de la pop. En fait, c'est une stratégie qui est utilisée par beaucoup de rappeuses, par exemple comme Nicki Minaj, pour se rendre un peu plus mainstream, elles vont popiser en fait leur rap. Donc c'est exactement ce qu'a fait Doja Cat, et d'ailleurs elle a annoncé récemment, avant de dire qu'elle s'appelait MC je sais pas quoi, qu'elle voulait complètement s'éloigner de la pop et faire beaucoup plus de rap. Et comme ça, Doja Cat, au tout début de sa carrière, pour moi, elle s'inscrit dans la lignée de Nicki Minaj, de Katy Perry, de Lady Gaga, parce que ces trois artistes-là utilisent énormément leur style pour montrer leur personnalité, quitte à parfois flirter avec l'absurde. On voit énormément l'influence de Nicki Minaj au tout début de la carrière de Doja Cat. D'ailleurs, le styliste de Doja Cat, Brett Alan Nelson, a aussi travaillé avec Nicki Minaj. Nicki Minaj qui elle-même tire son influence de Lil Kim, qui était une rappeuse des années 90-2000 et qui
utiliser son style pour s'imposer dans le rap et dans le milieu hip-hop qui, surtout à cette époque-là, était très masculin, où les femmes étaient vues que comme des faire-valoir. Et Lil Kim, elle va vraiment jouer sur sa sensualité, sur son sex appeal et sur son image pour imposer le respect dans le rap. Et ça passait par des paroles très crues et ça passait aussi par son style. Elle ne va pas hésiter à travailler avec des maisons de luxe et à complètement oser au niveau de ses looks. Elle va par exemple se faire imprimer des logos sur ses perruques ou des logos Chanel. Elle va mettre des perruques de toutes les couleurs. Elle va avoir un style très sexy, très tape à l'œil. Et c'est aussi une attitude qu'adoptait Nicki Minaj au tout début de sa carrière et encore un petit peu maintenant. Il y avait toute une esthétique autour de sa personne, l'esthétique de la Barbie en fait, qui était au fait de son sex appeal et de sa sensualité et en même temps quelqu'un de très dur. Enfin, en fait, elles ont complètement redéfini l'image des rappeuses qui parfois pouvaient flirter avec la pop. Donc les lignes étaient un petit peu floutées entre le rap et la pop. Miser sur des looks tape à l'œil amplifie l'expérience qu'on a avec un artiste et tout ça, pour moi, ça fait partie du branding, autant que des marques vont miser sur leur branding pour rester dans la tête des gens. Par exemple, si je vous montre cette pub, je suis sûre qu'il y a énormément d'entre vous qui peuvent me dire que c'est une pub Nike. Parce qu'il y a toute une atmosphère qui est créée autour de cette marque qu'on n'a même pas besoin de voir le logo, de voir le nom de la marque. On reconnaît tout de suite les valeurs sur lesquelles la marque a l'habitude de communiquer. Quand on voit une pub, une photo, on peut tout de suite l'associer à la marque. Et là, c'est là qu'on sait que le branding d'une marque est très fort. Et c'est ce que utilisent aussi les artistes dans leurs clips, dans leur apparition en public. Ils vont construire toute une image, tout un univers autour de leur personne. Je sais plus quel styliste disait, il me semble que c'est Low Roach, il dit « À partir du moment où un de mes looks que j'ai fait pour un de mes clients peut être repris en tant que costume d'Halloween, c'est là que je sais que j'ai créé un look très fort. » Revenons à Doja Cat. Plus on avance dans le temps, plus on voit que Doja Cat, elle veut donner un aspect troll, absurde à ses tenues, un peu comme Lady Gaga dans les années 2010. C'est totalement cette image de personne complètement barrée, mais en même temps très consciente de son image et de l'artiste qu'elle est. Par exemple, Lady Gaga, elle pouvait porter des robes en viande. Je pense que ça, c'est l'image la plus mémorable de Lady Gaga pour plein de gens. Et ça, c'est une très bonne stratégie au niveau du style pour capter la guerre de l'attention. C'est ce qu'utilisent des marques comme Copernic qui va tout le temps faire des happenings dans ses défilés pour qu'on se souvienne du défilé. C'est ce que vont faire des artistes comme Lil Nas X qui va arriver complètement déguisé en chat ou qui va faire un clip qui va diviser les gens avec Satan. Donc en fait, il y a toujours cette image choc pour que les gens se souviennent de toi. On en a déjà parlé sur cette chaîne pour parler de Balenciaga ou encore d'Euphoria. C'est ce qu'on peut appeler le shock value. C'est le fait de choquer volontairement un public avec des images très fortes, comme les spéculations de satanisme autour de Doja Cat et de Lil Nas X. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est flagrant, c'est que les deux jouent dessus pour faire parler d'eux et capter beaucoup plus d'attention, bonne comme mauvaise. Parce que Doja Cat, elle aime beaucoup la culture du mème, la culture du troll, elle a beaucoup d'humour, un humour particulier, mais on peut lui reconnaître ça. Wait, so who made it? Wow. Et dans ce sens, il y a une marque qui correspond totalement à l'image de Doja Cat. Pour moi, c'est la marque Schiaparelli qui, sous Daniel Roseberry, flirte avec l'absurde, mais en même temps a un côté très mode et très léché. Et c'est comme ça qu'en 2022, au Billboard Awards, on va voir Doja Cat dans une tenue Schiaparelli magnifique. Il y a ce décolleté qui laisse apercevoir sa poitrine. Il y a cette robe en velours super bien taillée et surtout l'accessoirisation toujours plus absurde de Schiaparelli, mais qui donne un effet waouh. Et tout ça fait sens parce qu'il paraît que Doja Cat, elle est fan de l'artiste Salvador Dali. Salvador Dali qui a d'ailleurs fait une collaboration avec Elsa Schiaparelli, donc la fondatrice de Schiaparelli, dans une collaboration où leurs deux génies de l'absurde se sont mêlés pour donner des pièces mode emblématiques. Brett Alan Nelson, le styliste de Doja Cat, il explique qu'elle veut vraiment donner un aspect multidimensionnel à son image, tant au niveau musical que au niveau stylistique. En 2022, il y a un changement radical dans le look de Doja Cat puisqu'elle va se raser la tête et les sourcils en live, et parce qu'elle dit qu'en fait, elle n'a plus besoin de cheveux parce qu'elle porte tout le temps des perruques. L'explication est assez drôle, donc c'est pour vous montrer la personnalité de la personne. Avec ce nouveau look, elle va complètement oser niveau style et elle va pour moi se créer un look signature. Ça veut dire que il y aura toujours cet aspect d'humour, de troll, de mème dans ses tenues, mais en même temps un aspect où elle apporte une importance réelle à la mode et à l'esthétique de sa tenue. Ça va être vraiment dans le détail et c'est toujours pour moi très bien fait. À un moment donné de sa carrière, elle va se faire inviter à la Fashion Week haute couture, qui est le summum, c'est le niveau 10 d'une maison de couture. Et donc, dans une carrière dans la mode, ce n'est pas rien de se faire inviter à une Fashion Week haute couture. Brett Alan Nelson et Doja Cat, ils vont vouloir marquer le coup. Brett Alan Nelson, son nom est beaucoup trop long, va appeler Daniel Roseberry, qui est le directeur artistique de Schiaparelli, et il va lui dire:
On veut créer un événement, un moment mémorable pour la venue de Doja Cat à sa première Fashion Week haute couture. Et là, Daniel Roseberry, il va réfléchir et il va avoir l'idée de recouvrir de la tête jusqu'en bas des pieds Doja Cat de pierres Swarovski et de peinture rouge. Il y aura précisément 30 000 cristaux Swarovski sur son corps et on va plus parler de ce look que du défilé en lui-même presque. Quoique le défilé était quand même aussi mémorable, donc il y avait trop de choses à voir en même temps. Et par la suite, quand il y a une apparition de Doja Cat, on va vraiment voir son look signature, c'est-à-dire allier l'humour, le mème et le troll à la mode. C'est pas du premier degré complètement, ce n'est pas un déguisement, c'est vraiment quelque chose qui est pensé. Par exemple, on l'a vu au Met Gala déguisée en choupette, mais je dis déguisée, mais ce n'était pas un déguisement. Elle avait certes des prothèses qui faisaient penser à un déguisement de chat, mais en même temps, sa robe était dans le thème, c'était une robe Oscar de la Renta, très bien pensée, très bien travaillée, rien à dire. Alors que par exemple, Lil Nas X ou Jared Leto, pour moi, c'était plus du folklore que de la mode. Et là où on voit que Doja Cat, elle a un humour vraiment unique, original, on va dire, c'est quand on lui a reproché de ne pas porter de fossiles, elle s'est ramenée à un événement où je crois que c'était à la Fashion Week, avec des fossiles en guise de moustache et en guise de cils et de sourcils. Donc on voit qu'elle aime vraiment troller les gens, mais en même temps, sa tenue était totalement cohérente et ça donnait quelque chose de vraiment mode, donc j'ai hâte de voir où elle va nous mener d'un point de vue mode et comment elle et son styliste vont penser son image. Merci encore pour le soutien, merci à tous les nouveaux abonnés et aux anciens et à ceux qui sont là depuis le début. Et moi, je vous retrouve plus tard pour toujours plus de mode et de pop culture.